Comment on arrive à remettre la culture africaine au cœur de la vie d'un pays? Qu'est-ce que ça fait d'être dans un gouvernement africain qui essaye de trouver des solutions pour s'émanciper des systèmes d'aide au développement? Comment réussir à porter une critique constructive sur les politiques africaines tout en restant connecté avec la volonté des populations? Pour répondre à ces questions compliquées, nous sommes allés à la rencontre d'une figure très importante de la vie politique africaine. Elle est malienne, elle a été ministre de la Culture, elle s'appelle Aminata Dramane Traoré. Je laisse Mariemta vous la présenter. Aminata Dramane Traoré, c'est une voix importante, c'est une grande dame qui s'est engagée depuis des dizaines d'années dans un combat pour l'autonomie et qui, à son échelle, en fait, a véritablement mis en pratique, à son échelle, à l'échelle de son pays, au Mali, où elle a occupé des fonctions politiques, c'est l'ancienne ministre de la Culture et de l'Artisanat, mais aussi à une échelle locale, en fait, dans son quartier, qui a accompagné une série d'initiatives qui visent à promouvoir les activités économiques du terroir et en même temps à s'appuyer sur la valorisation des matières premières sur place, je pense notamment au coton, à la transformation de ces matières premières et à la valorisation de savoir-faire dans l'artisanat et qui défend finalement un modèle de développement qui pourrait s'appuyer uniquement sur des objets de confection, de fabrication locale, mais qu'il s'agisse de la construction des bâtiments à la fabrication des vêtements ou aux aliments que l'on consomme. Bonjour Aminata Dramane Traoré. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes très heureux, très honorés d'être là. Vous êtes la grande voix africaine du mouvement altermondialiste. Vous êtes un personnage public depuis les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, votre voix compte. Elle est écoutée, notamment sur la situation politique actuelle au Mali. Je vais rappeler que vous avez été chercheur en sciences sociales, vous êtes diplômé en psychologie sociale, vous avez étudié en France avant de travailler rapidement à Abidjan, où dès le milieu des années 70, vous avez été détaché auprès du ministère de la Condition féminine ivoirienne. De 1997 à 2000, vous avez été ministre de la Culture et du Tourisme du Mali. Et en 1999, vous publiez votre premier livre, un essai intitulé « L'étau », dans lequel vous dénoncez les politiques économiques du Fonds monétaire international, l'imposition des politiques d'ajustement structurel, les PAS, dans les décennies 80-90 et leurs effets sur les femmes et la jeunesse. En 2002, vous poursuivez avec la publication d'un second ouvrage, Le viol de l'imaginaire. Vous coordonnez le Forum pour un autre Mali depuis 2002, ici à Bamako. Alors, j'aimerais commencer par vous demander, dans un premier temps, comment est-ce que s'est structurée la critique altermondialiste africaine du développement en 1999 dans l'Étau. Quelle est la critique que vous portez dans ce premier ouvrage Merci pour vos questions. En réalité, l'Étau est antérieur à l'altermondialisme. C'est l'Étau qui a amené les initiateurs du mouvement social mondial, notamment les Français, Attac et le Monde Diplo, à me solliciter. Et donc, mais quand j'ai écrit l'Étau, j'étais persuadé que ce qu'on a considéré comme la révolution de mars 91 n'avait pas porté sur la lame de fond des politiques économiques qui, depuis près de 2 décennies, étaient en train de bouleverser nos sociétés, nos économies. Et moi, j'ai vu à partir de ce lieu les rues se vider des jeunes gens parce que jeunes diplômés sans emploi qui étaient autour de leur théière. Ensuite, ceux qui venaient de l'intérieur du pays. La question du chômage qui n'existait pratiquement pas. Moi, j'appartiens à une génération où il suffisait d'avoir son diplôme, de rentrer de France ou d'ici en tout cas pour avoir droit à un emploi. Mais
en moins de 2 décennies, et le chômage a commencé à gangréner nos sociétés, lié à un modèle de développement extraverti, où nous organisions l'État, et les institutions et la production, et ne portaient pas sur un projet de transformation de nos sociétés par nous-mêmes. Et je savais déjà l'existence de la poigne de fer du FMI et de la Banque mondiale, et qui n'était pas dans le débat. Malheureusement, on en sort un peu maintenant. Jusqu'à présent, on porte ces œillères-là qui veulent que le développement soit une chose possible, mais les Africains pratiquement incapables d'y arriver. Et pour des raisons, on nous dira que c'est la corruption. Mais toujours est-il que dès cette époque-là, il m'a paru important de dire, OK, dans l'euphorie du changement, la chute du régime du général Moussa Traoré, les gens étaient persuadés qu'avec l'équipe qui venait d'arriver, avec Alpha Oumar Konaré, les démocrates, qu'on allait voir être au bout de... On allait voir le bout du tunnel, quoi. Donc, ça a été l'occasion pour moi sur insister. L'étau pourquoi? Parce que je savais forte et la pression de la communauté internationale est tout aussi forte la demande interne et d'emploi, de revenus décents, tout ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, l'étau est dans un contexte où les gens ne voyaient que Moussa Traoré comme le problème. Le régime était le problème, la solution était l'élection. Malheureusement, c'est ça qui demeure. Les gens ont l'impression qu'il y a un qui ne fait pas le boulot, on l'enlève, on va chercher un autre qui le fera. Mais sans jamais nommer le paradigme du développement qui demeure le même. Dans le film Bamako de Abderrahmane Sissako, dans lequel vous intervenez, au moment du procès de tribunal populaire contre des institutions de Bretton Woods, que sont le FMI et la Banque mondiale, vous parlez des plans d'appauvrissement structurel et non pas d'ajustement structurel. Vous refusez d'ailleurs de parler de pauvreté, vous parlez de paupérisation pour insister sur la manière dont, au fond, la situation que vous dénoncez se met en place. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont un peu plus précisément ces plans d'ajustement structurel et leurs effets sur les femmes et la jeunesse? On commence à en sortir un peu maintenant, mais à l'époque, nous ne voyions que du bien dans la communauté internationale. Un partenaire financier extérieur ne pouvait nous vouloir que du bien. Donc, leurs instructions, leurs propositions ne pouvaient que développer les pays. Bon. On était il y a combien d'années? On était déjà quelques décennies d'essais de développement et d'erreurs de développement qui n'étaient pas dans le débat. Jusqu'à présent, c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Jusqu'à présent, on ne posait pas, on ne questionnait pas le processus de transformation de nos économies, de nos sociétés. On croyait qu'un bon leadership, il suffisait d'un bon leadership parce que le modèle est acquis et les possibilités de financement sont là. Alors que, précisément, en raison de la nature du système et des modalités de l'insertion de nos économies dans ce système-là, il a fallu passer par des réformes qui rimaient avec des étatisations, des engagements de l'État pour plus de marché. Donc, dès cette époque-là, la Première République qui avait mis en place des industries, des entreprises, un peu dans tous les domaines, une quarantaine d'entreprises nationales, les gens travaillaient. C'est clair que ce régime, les limites de ce choix, c'est d'abord les frontières et le marché, même si l'offre était là, le marché pour chacun de nos pays, puisque chaque pays faisait son industrialisation. Et on a été vite confronté à des difficultés, mais ces difficultés ont permis
au FMI et à la Banque mondiale de nous faire jeter le bébé avec l'eau du bain, en disant ce sont des entreprises en faillite et il faut vous en débarrasser, il faut privatiser. C'est le même schéma sur tous les continents. Donc on a bradé ces entreprises dans un contexte où les jeunes diplômés commençaient à sortir, à venir sur le marché de l'emploi. Donc le pays n'était plus en mesure de leur garantir un revenu décent, des conditions de vie décentes. Donc et c'est ce que j'appelle le processus de paupérisation. Les gens on mangeait normalement. Moi, j'ai grandi dans une société où, en tout cas, les biens et services étaient accessibles. Et j'ai été scolarisé dans un contexte où, s'il avait fallu que mes parents payent, peut-être que je ne serais pas là. Donc, l'État, je considère que je suis un produit de cet État-là qui veillait sur les besoins des gens et dans le cadre du régime de Modibo Keïta. Donc, puisqu'il fallait moins d'État et que l'appartenance de Modibo Keïta au bloc socialiste et le régime socialiste qu'il a voulu pour le Mali, parce que plus conforme au plan culturel, au plan social, à ce que nous voulons pour nous-mêmes. Donc, on a mis, l'extérieur a mis un terme en cela. Le coup d'État a été perpétré, on est passé à autre chose. Mais cette autre chose-là, c'était le début du libéralisme. Donc, tout de suite, il fallait créer, disons, une classe d'entrepreneurs qui en fait, ils se sont accaparés, ils ont pris ces entreprises-là, celles qui marchaient comme celles qui ne marchaient pas. On a tout liquidé. Donc, le Mali est entré avec le libéralisme économique dans le cadre du régime militaire. Et c'est ça aussi l'une des contradictions. Et on voue les régimes militaires hégémonie, et en tout cas, on ne veut pas du militaire. Et pourtant, ici, il a fallu le militaire, c'est-à-dire un régime fort, pour libéraliser, pour couper dans les budgets de l'éducation, de la santé. Et puis bon, tout a commencé à dégringoler, le mécontentement avec. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de mécontentement sur le régime de Modibo Keïta, précisément parce que la sobriété et disons, il y avait quand même il y a eu des frustrations parce que par rapport au Sénégal et la Côte d'Ivoire que nous voyons, où les marchés étaient inondés de produits français, le lait Nestlé et toutes les bonnes choses qu'on n'avait pas ici. Et jusqu'ici, certaines personnes gardent dans leur tête que gauche, socialisme égale sobriété, égale... C'est pas la belle vie, quoi. C'est pas la bonne vie. Donc, et moi, j'ai vu venir cette situation catastrophique à partir avec les politiques d'ajustement qui invitaient l'État à se désengager et à faire payer ce qu'on appelle dans le système néolibéral le recouvrement des coûts. Là-bas, on disait qu'il faut dégraisser le mammouth, je sais pas, la question était là, elle a même un peu partout. L'État devait en faire le moins possible pour les populations qui devaient se prendre en charge en payant. Le mouvement altermondialiste mondial s'est structuré à partir de 2001. Il y a eu le Grand Forum social mondial de Porto Alegre au Brésil, auquel vous avez participé. Les revendications des peuples ont beaucoup porté sur d'autres approches que la lutte contre les logiques de marché qui étaient développées dans tous les programmes de politique, enfin tous les programmes d'aide au développement, et étaient une manière d'imposer une certaine conception du développement à l'intérieur desquels les femmes et les jeunes ont souvent eu des rôles à jouer et se sont retrouvés cantonnés dans des programmes que ce soit le microcrédit à partir des années 2000 ou bien l'entrepreneuriat féminin, en fait des logiques très individualistes qui ont écrasé d'autres pratiques de l'économie, d'autres économies beaucoup plus populaires, solidaires, ancrées dans des pratiques sociales et culturelles qui échappaient aux logiques du simple marché et de la rationalité économique individuelle.
Vous qui avez à la fois eu une expérience en tant que chercheuse en Côte d'Ivoire au départ, mais par la suite au gouvernement et en tant que femme africaine entrepreneuse qui a développé des modèles économiques alternatifs, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez cherché, réussi, poussé d'autres systèmes, d'autres modèles d'économie? Non, je suis partie du fait que il ne suffit pas de poser ce diagnostic. Je considère depuis lors que j'ai le devoir moral, politique, intellectuel d'explorer des alternatives, quoi. Donc, mais ça, c'était les actes que j'ai posés dans ce domaine-là, et en créant cette structure, en m'investissant dans la transformation de mon quartier, le pavage des rues, le marché écologique et tout ça. Et c'est venu d'une envie, d'une volonté de vivre mon discours. Quand nous disons un autre Mali est possible, qu'est-ce qui est possible? Et avec les matériaux locaux, avec les savoirs locaux, surtout avec les gens d'ici. Ça remonte à 1989 qu'on a ouvert ici. Donc on était bien avant l'altermondialisme. Je n'étais pas non plus ministre de la Culture, mais de tout temps, je suis resté persuadé qu'on ne peut pas continuer à constituer un débouché pour les autres, les produits des autres, et prétendre combattre le chômage et la paupérisation, l'exclusion, l'émigration. Et si marché il faut, ce marché doit être africain, alimenté par des produits africains, que nous soyons capables de les consommer d'abord, de les exporter ensuite si nous voulons, mais faire face à la demande locale. On a été les premiers à servir du fonio et un restaurant où on n'avait que des produits africains. Les nappes de table, les assiettes, les potières ont fait les assiettes, les tisserands Dogon ont fait toutes les nappes, tous les rideaux, les couvre-lits, tout. Tout était fait main ici. Et ça m'a permis quand même de créer pas mal d'emplois et de permettre à pas mal d'artisans de vivre de leur travail. Donc on était un débouché, une vitrine, et le Santoro qui est fermé maintenant était le lieu vraiment où on pouvait passer, où on pouvait voir tout ce qui est fait main, l'architecture de terre et les produits maliens et les boissons. Beaucoup de boissons, on avait, puisqu'on ne vendait pas d'alcool, inventé une dizaine de boissons à partir des plantes, de tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait faire. Voilà, ça a été une belle expérience, bon, qui ne m'enrichit pas, contrairement à ce que les gens croient, parce que ça ne rapporte pas, parce qu'on est dans un domaine où les goûts sont formés, les regards formatés, les gens trouvent que c'est beau, mais ils n'achètent pas nécessairement. Les gens ont compris qu'il faut consommer pour pouvoir lutter contre la pauvreté et le désarroi des ruraux, des jeunes, mais le passage à l'acte, c'est autre chose. Est-ce que, en tant que ministre de la Culture, vous avez réussi à impulser de nouveaux, disons, dispositifs pour accompagner le développement de ces initiatives et de promouvoir l'artisanat local, la consommation de produits fabriqués localement à partir de matériaux locaux? C'est au vu de ce que j'ai fait que, à l'époque, le gouvernement de l'époque m'a sollicité et m'a confié le ministère. Mais d'entrée de jeu, parce que j'évoluais sur deux registres. Je venais effectivement d'écrire les taux. Quand on m'a confié le ministère, je leur ai dit, je vais vous déranger. Ils m'ont dit, tu nous déranges déjà, mais on préfère que tu nous déranges de l'intérieur. J'ai mis un temps fou avant d'accepter. Mais j'ai cru quand même que ça pouvait être une possibilité de donner une dimension nationale à nos micro-réalisations. Donc quand je prends secteur par secteur, c'est pareil dans l'alimentation. C'est clair, hein, sans prétention, je crois avoir largement contribué à rééduquer les goûts et les regards. Mais
quelque part, dans un coin de la tête du consommateur, il y a une sorte de complexe, alors que la bataille, le débat sur l'écologie aujourd'hui nous ouvre des boulevards. On a la possibilité aujourd'hui de dire, OK, on n'a pas pris le train de l'industrialisation tel qu'il a marché ailleurs, mais c'est possible aujourd'hui de faire autrement. Mais tout ce qui t'approche pour faire autrement et ajoute une touche d'extraversion et qui vide la démarche de son sens. Parce que ce n'est plus créateur d'emplois. C'est la question du wax. Aujourd'hui, quand je vois le battage et pour le tissu pagne africain, un pagne africain à partir du coton africain fabriqué ailleurs, et le bazin pareil, c'est le coton africain, mais on n'a jamais voulu nous donner les technologies pour les faire. Et l'Allemagne s'est enrichie, aujourd'hui c'est le tour des Chinois, et la question du wax est véritablement catastrophique. Mais il en est ainsi parce qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat, il n'y a aucune résistance. C'est tellement facile de prendre. Vous n'avez pas d'usine. Les usines, la Côte d'Ivoire avait fait énormément dans ce domaine. Tout cela aujourd'hui disparaît. On substitue à tout ça l'importation. Et qui importe? Ce sont nos entrepreneurs. Être businessman, être dans l'entrepreneuriat, c'est aller chercher, venez vendre en Afrique, sans créer d'emploi. Dernier point sur la question de l'imaginaire que vous avez abordé il y a déjà longtemps, en 2002, dans cet ouvrage « Le viol de l'imaginaire », dans lequel vous commencez à interroger le phénomène migratoire de la jeunesse et cette idée que c'est l'Eldorado, que c'est l'Europe qui est la réponse à tous les problèmes, au fond, que la jeunesse rencontre sur le continent. Entre 2002 et aujourd'hui, 20 ans se sont écoulés. Quelle est la manière dont votre réflexion a évolué, la situation? C'est étroitement lié à ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire ce que j'ai été amené à proposer n'a pas pris du fait d'une blessure narcissique profonde. Et précisément parce que l'offre de développement que l'on fait modestement n'intéresse pas les jeunes qui sont imbibés de discours et d'images qui viennent d'ailleurs. Quand vous regardez aujourd'hui nos chaînes de télévision, les telenovelas, les danses, et avec toutes les technologies, tous les gosses ont quelque chose à écouter. Et ça se passe ailleurs, ça ne se passe pas ici. Ils ont envie de partir. Moi, je n'ai pas pu les retenir. Quand on a chassé les premiers migrants, l'un des premiers migrants tués par balle dans la chasse aux migrants était malien, Félix Sissoko, ou Phili Dambélé. Donc, ses parents m'ont demandé de les aider à retrouver le corps de leur enfant. C'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'aéroport, accueillir les migrants, les accueillir ici. On a fait énormément de choses ensemble. Mais certains m'ont dit, il y avait des Maliens, des Camerounais, des Nigérians. Ils m'appellent Maman Africa. Ils disent, tu fais ce que tu peux. Mais nous, on a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Certains sont partis. Je suis persuadé qu'il y a certains qui ont péri en mer, qui ne sont pas arrivés. Je ne les ai plus revus. Et ça continue. C'est là où je parle de blessure narcissique, parce qu'on a l'impression en soi-même, on n'est rien tant qu'on ne possède pas, tant qu'on ne consomme pas ce qui vient de l'extérieur et qui te donne l'impression d'être dans la modernité, d'être dans la mondialisation, d'être dans un monde qui compte à tes yeux, qui compte aux yeux des parents, des copains et de l'entourage. Donc le viol de l'imaginaire, c'est quelque chose de profond. Tu peux pas t'imaginer en dehors du schéma établi et valorisé par les autres. Donc c'est une bataille sans nom. Bon, les choses bougent parce qu'à côté de tout ce qu'on a, et les tonnes de mèches qu'on achète, des milliards, et les tonnes de produits de dépigmentation avec lesquels nous bousillons nos peaux, il y a aujourd'hui, on n'est plus comme dans les années précédentes, et dans le vide théorique. Il y a une réflexion de mener un peu partout. Les gens commencent à prendre conscience de certaines choses, résistent. Mais bon, maintenant, c'est une course de vitesse, quoi, entre deux tendances.
ceux qui disent non, ça ne peut pas continuer comme ça. Le continent n'est pas à offrir, le continent n'est pas à vendre. Nous devons nous assumer. Il y a cette tendance, elle est minoritaire, extra-minoritaire, et en raison du poids du marché. Entrez dans tous nos marchés aujourd'hui, les magasins débordent de produits de bas de gamme. Et vous pouvez faire la plus belle couverture comme on savait le faire aujourd'hui. Vous ne vendrez rien du tout parce qu'il suffit d'aller 2 pas plus loin, il y a la friperie. Les marchés sont inondés de fripes. Les tisserands rangent leur métier à tisser et émigrent. Ou alors ils passent dans le djihadisme. C'est pour ça que je dis, et ces 2 phénomènes qui sont à l'origine de la stigmatisation et de l'Afrique, de la peur des Africains, de la haine des Africains aujourd'hui, quand on considère que l'Afrique est une menace, ces 2 phénomènes n'ont d'issue que dans un modèle de développement autre que le capitalisme qui fascine tant nos dirigeants. Merci beaucoup. Merci. C'est au contact du pouvoir qu'Aminata Dramane Traoré a pris la mesure des obstacles qui limitaient les pays africains dans leur accès réel à l'indépendance et à l'autonomie. Et parmi ces obstacles, il y en a un qui fait énormément parler sans qu'on sache vraiment analyser son fonctionnement. Il s'agit bien sûr du franc CFA, ancienne monnaie coloniale toujours utilisée dans la majorité des anciennes colonies françaises. Et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine avec Ndongo Samba Sylla, un économiste spécialiste de la question. Cette série a été réalisée avec Marie Emta du podcast Afrotopic. Je vous conseille d'aller écouter le travail gigantesque qu'elle réalise depuis 4 ans pour vous permettre de découvrir la complexité des alternatives politiques africaines. Aussi, on a besoin de vos commentaires et de vos partages pour que le maximum de personnes soient au courant de ces histoires. Donnez-nous votre avis, vos analyses et posez-nous vos questions. Et on se dit à la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette série de l'été. Ciao, ciao, ciao!